Bonjour tout le monde et bienvenue à vous parmi nous dans ce webinaire organisé par Ilium Insight, département d'innovation d'Ilium, qui est spécialisé dans la mise en place de solutions basées sur l'intelligence artificielle ou le machine learning. Le but de ce webinaire aujourd'hui est de voir comment on pourra élaborer un projet IA, comment améliorer ces modèles à atteindre les résultats souhaités et quels sont les outils qui vont nous permettre de faire tout cela, le tout étoffé par des exemples de cas d'usage réels. Je suis Youssef Bendraou, ingénieur et data scientist à Ilium Insight. Je m'occupe de la partie vision par ordinateur et je suis très content de vous compter parmi nous aujourd'hui. On va vous présenter ce webinaire avec notre expert IA, Nathan. Merci Youssef. Donc moi je suis Nathan. Comme Youssef, je suis ingénieur R&D au sein de Ilium Insight. Donc, je travaille sur tout ce qui est IA de manière variée, mais particulièrement sur le machine learning, sur des thématiques également variées, comme l'analyse de contrats ou la supervision intelligente. Donc, comme l'a si bien dit Youssef, donc ce webinaire va s'articuler sur différentes thématiques. Il a suffisamment dit, donc je propose de rentrer directement dans le vif du sujet, à commencer par l'intelligence artificielle. Avant de commencer, je voulais juste vous signaler que pour tout ce qui est de questions, vous pouvez poser les questions dans le chat. Youssef ou moi-même, selon qui est en train de parler, pourra y répondre via le chat ou en vocal si c'est possible. Pour les questions plus longues ou plus approfondies, on aura une session de questions à la fin. Normalement, la présentation durera 45 minutes et on devra avoir 15-20 minutes de questions disponibles à la fin. Voilà tout. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on pourra y répondre. Donc, l'intelligence artificielle. Donc, je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça fait 10 ans qu'on entend qu'elle fait vraiment parler d'elle, au travers de hauts faits, comme des victoires à certains jeux, ou via des technologies assez marquantes, comme le deepfake, qu'on peut voir sur cette vidéo, où le visage d'une personne est transcrit sur une autre personne virtuellement, ce qui fait un peu peur, mais ça existe et c'est marquant. Mais l'IA, en fait, se démocratise surtout dans nos vies quotidiennes au travers d'autres biais. Donc, on peut le voir via les assistants vocaux qui sont sur nos téléphones, les chatbots ou les technologies de vision qui sont de plus en plus communes. Mais pourquoi on parle d'IA maintenant et pas avant? Il faut savoir que l'IA a quelques années, et puis ça fait un moment qu'elle est là. Mais si on en parle maintenant, c'est par l'émergence d'une technologie, une branche de l'IA, qu'on appelle le machine learning. Alors avant d'aller plus loin, on va vous poser une petite question. Donc on va mettre une question dans le chat, auquel vous pourrez répondre simplement, que je vais pouvoir consulter, et qui va nous donner une petite idée de voilà, la répartition des profils. Et la question que je me pose, c'est quand avez-vous entendu parler du machine learning pour la première fois? Si vous en avez entendu parler. Bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste histoire d'avoir un petit retour. En attendant, je vais vous expliquer ce que c'est que le machine learning. Dans les très grandes lignes, le machine learning, c'est une branche de l'IA qui regroupe les techniques qui permettent à l'ordinateur d'apprendre sans y être, enfin pas d'apprendre, en fait de réaliser une tâche sans y être explicitement programmée. Justement, elle apprend à le faire. Et dans le machine learning, on a ce qu'on appelle le deep learning. Donc là, c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas vraiment le sujet du jour, mais il faut savoir que le deep learning, c'est basé sur l'émulation de neurones qu'on va enchaîner sur un grand nombre de couches, ce qu'on appelle d'où la profondeur, d'où le deep learning. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, c'est important de le savoir. Donc je vais juste regarder hop, les premières réponses que vous m'avez données. Tac, 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 tac. Alors, donc, ce que je peux constater, c'est que la plupart d'entre vous, on en a entendu parler qu'il y a entre 2 et 5 ans. Or, bon, ça ne m'étonne pas, hein, c'est tout à fait normal. Le machine learning a commencé à émerger, donc là c'est indiqué dans les années 80, mais vraisemblablement dans les années 90, il y avait commencé à avoir vraiment beaucoup de technologies de machine learning. Mais pourquoi on en entend parler que maintenant? C'est ce à quoi je vais répondre maintenant. Donc il faut savoir que le machine learning en fait a bénéficié de deux phénomènes. Le premier n'est d'autre que l'amélioration des puissances de calcul en continu. Donc l'amélioration continue. Donc là, on a des puissances de calcul assez phénoménales. Il suffit de regarder nos téléphones ou les supercalculateurs, c'est assez impressionnant. On a la puissance de calcul d'un côté et le volume de données de l'autre. Ça fait qu'une dizaine d'années qu'on a de plus en plus de volume de données disponibles, ne serait-ce que par les réseaux sociaux ou par les entrepôts de données que gèrent les entreprises. Il y a vraiment une grosse masse de données disponibles. Et par ces deux biais, en fait, les technologies d'IA qui jusqu'à présent existaient, mais étaient un peu entravées, eh ben, elles ne le sont plus. Elles peuvent maintenant, entre guillemets, s'épanouir.
et résoudre des problèmes jusqu'à présent, enfin qui étaient jusqu'à présent insurmontables. Donc c'est pour ça que, même moi, hein, on en a entendu parler qu'il y a 5 ans, et c'est tout à fait normal. Et pourquoi, du coup, l'IA bénéficie, donc l'IA par machine learning bénéficie de la puissance de calcul et des données disponibles. Donc pour expliquer ça, on va rapidement expliquer comment fonctionne une IA par apprentissage. Donc l'idée, c'est que l'IA va analyser un gros volume de données. Donc là, dans l'exemple, c'est des données sur les chiens et les chats. Elle va analyser tout ça, donc elle va prendre beaucoup de puissance de calcul pour en fait créer un programme qui réalise une tâche. Donc c'est la machine qui va apprendre et créer le programme par elle-même. Donc un programme qui réalise la tâche, par exemple, de déterminer si c'est un chien ou si c'est un chat. Donc on voit bien l'aspect apprentissage d'un côté, donc apprentissage qui a besoin de données et de puissance de calcul, qui crée ce qu'on appelle le modèle. Donc le modèle, vous pouvez vous demander ce que c'est, mais c'est tout simplement le programme qui réalise la tâche, ou en termes plus formels, c'est la fonction qui réalise la tâche demandée. Donc grâce au machine learning, en fait, l'IA a été totalement propulsée. On peut voir de nos jours, en fait, on peut observer sur les tendances Google. Ce n'est pas une métrique exacte, mais ça donne une bonne idée. Donc on peut voir qu'il y a 8 ans, le big data a commencé à émerger, donc tout ce qui est analyse de volume, de gros volumes de données, et 5 ans plus tard, le machine learning a carrément explosé. Et ça suggère clairement que les données ont permis au machine learning d'émerger. Et par la suite, le deep learning est également en train de progresser. Donc, petite parenthèse pour signaler que, vu que c'est un terme plus technique, il n'est pas si recherché que ça, mais en termes d'usage, je peux vous dire que la courbe continue. Donc, on voit bien que voilà, le machine learning est en train de tirer l'IA vers le haut. Et une autre dimension qui prouve que le machine learning est en train de tout balayer, on va dire, c'est l'émergence du domaine qui est la data science. Donc le machine learning qui est, alors derrière le machine learning, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est beaucoup de statistiques et bien sûr de la programmation. Mais en rajoutant au machine learning une expertise de domaine sur la santé, la vente, le marketing, on a ce qu'on appelle le domaine de la data science. Donc les data scientists sont des experts qui sont capables de mener des analyses grâce à l'IA très poussées sur des thèmes pointus. Donc ça n'existait pas il y a 10 ans, mais maintenant tout le monde en fait. Et de manière plus générale, en fait, tout le monde est en train de mettre en place des projets d'IA et tout le monde veut mettre en place sa solution d'IA. Et pourquoi cela ? Alors, il faut savoir que grâce au machine learning, en fait, l'IA ouvre des portes qui étaient jusqu'à présent inaccessibles. La première n'est autre que la valorisation de la donnée. Comme j'ai dit précédemment, il y a beaucoup de volumes de données, mais il y a aussi pas mal de données qui sont dormantes, qui sont là, mais qui ne servent pas beaucoup. Donc le machine learning permet de prendre ces données et de créer une valeur ajoutée, ne serait-ce que par de nouvelles informations, ou par l'automatisation de processus, qui est d'ailleurs le deuxième volet. Et non seulement ça permet de l'automatiser, mais le fait qu'il est capable d'apprendre et de réaliser une tâche tout seul, on est vraiment plus dans une idée d'autonomisation de processus métier, qui jusqu'à présent n'était pas du tout automatisable, même juste automatisable. Au-delà de ça, il y a aussi des nouveaux besoins qui n'étaient pas possibles avant et que, grâce au machine learning, on peut à présent réaliser. Donc l'exemple que j'ai bien donné, c'est les filtres Snapchat. C'était pas très utile, personne n'y aurait pensé avant, et pourtant, voilà, c'est très démocratisé. Et c'est la même chose pour les assistants personnels. Enfin, un dernier axe, qui est plutôt un axe assez général, mais c'est que l'IA peut aider au-delà du gain d'argent, de productivité, pour la recherche et le gain de connaissances. Nous, quand on a fait ce webinaire, on pensait typiquement aux IA capables de détecter des tumeurs sur des photos de peau. Et c'est assez impressionnant. Donc on a quand même pas mal de raisons de vouloir faire un projet d'IA. Mais un projet d'IA, c'est pas comme un projet d'informatique classique. Alors déjà, on est quand même très dépendant des données, par l'explication que je vous ai donnée, et par le problème que l'IA doit apprendre à résoudre. Donc c'est une démarche un peu différente d'un projet informatique classique. Alors justement, qu'est-ce qu'un projet d'IA? Donc un projet d'IA, c'est un projet en, on va dire, 2 grosses phases. Donc la première phase, c'est la conception du modèle. Donc je rappelle, le modèle, c'est la fonction qui réalise la tâche que l'IA a appris à faire. Donc on a le modèle, et ce modèle, on va ensuite pouvoir l'utiliser dans une application métier, dans une solution. Donc le procédé, c'est d'abord on évalue le problème que l'IA va apprendre à résoudre. On va lancer un apprentissage à partir des données, donc c'est là qu'il y a besoin de données et de sciences de calcul. Et là où c'est important, c'est que cet apprentissage, en fait, se fait souvent en boîte noire. C'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière l'IA. Et c'est pour ça qu'il est important de l'évaluer. Donc on ne peut pas dire que ça va marcher dès le début, il faut vraiment prendre l'IA et la tester pour voir si elle marche correctement. Et si elle ne marche pas,
il faut reprendre le problème. Donc, vu que c'est une boîte noire, on va reposer le problème, on va rechanger les données, peut-être ajuster l'apprentissage jusqu'à avoir un modèle satisfaisant. Et une fois qu'on a un modèle satisfaisant, on va pouvoir l'intégrer dans une solution d'IA où elle va être en interaction avec une application métier. Donc, ce qui est important dans cette explication, c'est qu'en fait, un projet d'IA, c'est un projet technique, c'est un projet métier, mais pas métier par son application, aussi métier par ses données en entrée, et c'est surtout un projet exploratoire. Il est important de se poser la question de est-ce que mon IA va marcher, comment la tester avant de mettre en place toute l'application par-dessus. Si on commence à faire les deux en même temps ou l'application avant l'IA, on peut se retrouver dans un problème où finalement l'IA n'est pas capable de répondre au problème, si on n'a pas bien testé. Donc c'est très très important d'explorer. Mais néanmoins, une fois que les résultats sont validés, les potentiels est très très intéressant. Donc, ça peut être des gains d'autonomie, d'intelligence, etc. Donc pour les applications métiers, avoir un chatbot sur un site, c'est quand même un bon plus. Donc si on veut conduire un projet d'IA, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein de questions qui se posent. Et c'est l'objet de ce webinaire. Donc dans ce webinaire, en fait, on va essayer de vous donner une vue d'ensemble. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails. L'objectif, voilà, c'est de vous faire une introduction, à donner l'idée générale de comment un projet est conduit, quels problèmes l'IA peut résoudre, quelques astuces pour optimiser des modèles et avoir des modèles vraiment efficaces, et une petite liste d'outils pour pouvoir vous lancer dans le machine learning. Donc voilà pour moi. Donc Youssef va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les problèmes que peut résoudre l'IA. Merci Nathan. Donc dans cette partie, on va essayer d'énumérer un peu les problèmes que l'IA peut résoudre et comment elle a pu répondre à plusieurs besoins fréquents dans les entreprises. Donc, mais avant cela, on va faire un petit rappel sur les domaines d'application que touche l'IA. On le sait tous, l'IA est présente dans plusieurs domaines, mais ce qu'on ne sait pas peut-être, c'est que le domaine de la santé et le domaine militaire qui ont vraiment permis de booster l'IA et d'avoir le succès qu'elle a aujourd'hui, mais pas que, il y a aussi le domaine bancaire, financier, ainsi que l'industrie. Par la suite, il y a eu plusieurs domaines qui ont émergé, tels que les villes intelligentes, les voitures autonomes ou tout ce qui est aide à la décision. Aujourd'hui, l'IA, elle est omniprésente dans notre quotidien. Elle est omniprésente dans notre quotidien, comme on peut le voir dans les fils d'actualité des réseaux sociaux, les différentes suggestions d'articles ou de musique, ainsi que dans nos smartphones ou autres. Tous ces projets et tous ces travaux, on peut les réaliser à travers des logiciels ou alors des services cloud qui soient payants ou à travers des packages et frameworks libres qui pourront nous être utiles afin de mettre en place nos propres projets. Donc là, on revient vers les problématiques qui touchent l'IA en grande partie. Donc, on peut les diviser en plusieurs thématiques. Dans ce webinaire, on va voir un peu tout ce qui est classification, régression, regroupement ou alors clustering, ainsi que les méthodes de prévision et de prédiction. Donc, comme on le sait tous, l'IA vraiment, elle est omniprésente et elle touche au traitement de données numériques, quel que soit leur type, que ce soit de la vision, que ce soit des données textuelles, des données audio ou alors la combinaison des trois dans ce qu'on peut voir dans les robots de nos jours. Donc, qu'est-ce que la classification? En fait, la classification, son principe, il est simple. Elle permet de tracer une frontière entre les classes afin d'assimiler à une observation une classe donnée. Cette classification, elle doit être rapide afin de répondre à des contraintes en temps réel. Là, dans la figure, on a un exemple de jeu de données qui est divisé par une droite. Mais on remarque qu'il y a des données qui sont entrelacées. Mais du coup, l'IA, qu'est-ce qu'elle peut faire pour cela? Elle peut tracer des courbes assez complexes et vraiment beaucoup plus complexes afin d'avoir une classification assez précise. Donc, en général, la classification, elle est utilisée, comme on a dit, pour attribuer une classe à une observation, comme par exemple pour la détection d'erreurs ou d'anomalies. Un cas d'usage concret, comme on a vu un peu l'exemple de chat et chien, donc si l'IA peut classifier si un animal est un chat ou un chien, mais pas que, on peut facilement écrire un programme qui pourra automatiquement dire si les mails qu'on reçoit sont des spams ou non. Et dans le domaine et dans le secteur bancaire, ce type de système est utilisé afin de savoir si un client est solvable ou pas pour pouvoir lui attribuer un crédit. On a aussi le regroupement. Qu'est-ce que le regroupement? Il s'agit
Si on a par exemple un jeu de données et qu'on veut les regrouper ou alors les diviser en classes, ben, le regroupement, il y a plusieurs algorithmes qui cherchent par eux-mêmes des patterns ou alors des similarités entre les données afin de pouvoir leur donner des étiquettes ou alors des classes. Ben là, on voit l'exemple d'une classification sur deux classes, mais bien évidemment, avec l'IA, on peut faire une classification à plusieurs dimensions. Donc, un cas d'usage du regroupement est, par exemple, la segmentation des données ou alors l'exploration d'individus similaires. C'est-à-dire que, suivant notre jeu de données, on va trouver les individus qui sont similaires afin de pouvoir mettre et faire des analyses antérieures. On a par exemple la segmentation, si on considère un jeu de données de clientèle. Donc dans ce cas, le regroupement peut être utilisé pour diviser les individus avec des similarités afin de pouvoir traiter ces données. On a aussi l'exemple de clustering des documents, qui est le regroupement des documents en fonction de contenu ou par thématique, par exemple. On a un autre type qui est la régression et elle permet, son principe, il est assez complexe car il permet de déterminer une fonction qui pourra approximer une observation et lui assimiler une valeur quantitative. Il y a plusieurs types de régression et cela dépend vraiment de notre jeu de données. Comme on peut le voir ici dans la figure, si on a un jeu de données, on va dire, assez homogène, ben une régression linéaire pourra faire l'affaire. Par contre, si notre jeu de données représente plusieurs complexités, ben dans ce cas-là, la régression linéaire ne sera pas suffisante. Il va falloir opter pour une régression logistique, par exemple. La régression, elle est vraiment très utilisée dans les entreprises car elle permet de faire des estimations rapides sur des valeurs, bien entendu avec un historique. Ça, c'est très important d'avoir un historique afin de pouvoir faire des prédictions sur des scores, des indicateurs ou autres. Un cas d'usage réel, c'est de pouvoir prédire l'évolution du prix d'un produit dans le temps. Bien entendu, il va nous falloir, par exemple, l'évolution de ces prix durant quelques années afin de pouvoir faire les estimations dans le temps. Un autre exemple qui est utilisé dans les entreprises, c'est l'analyse et les estimations des KPI. Comme on a vu, comme on a dit, ben, l'IA, elle permet de traiter tout type de données numériques. À commencer par les données textuelles. Ben, on a le traitement automatique des langues, ou alors le NLP, qui est carrément devenu une branche de l'IA qui touche tout ce qui est ML ou DL. Ben, à travers ces techniques, on peut vraiment faire beaucoup de classification de texte, ou alors de détection de mots dans des moteurs de recherche ou autres. À Ilion Insight, on a réalisé un projet qui permet d'analyser les contrats, c'est-à-dire qu'on a un contrat, on va le diviser automatiquement en clauses et notre système va pouvoir nous dire si la clause elle est acceptée ou si elle est rejetée, ben, suivant les règles et la politique de l'entreprise. Ben, l'IA traite aussi les données visuelles dans tout ce qui est vision par ordinateur. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à notre système de pouvoir voir et interpréter la scène qu'il perçoit. Comme par exemple dans les voitures autonomes, on peut mettre des systèmes qui pourront détecter les piétons afin de pouvoir ralentir ou freiner carrément. La reconnaissance faciale, elle est très connue de nos jours dans les systèmes biométriques, par exemple. On a aussi la détection d'obstacles dans les drones qui peuvent vraiment détecter et éviter les obstacles en temps réel. Ou encore la détection d'incidents majeurs et la remonte d'alerte. Et de nos jours, avec les objets connectés, on peut faire cela à travers nos smartphones rapidement. Le traitement des données audio. Ben, les données audio, c'est vraiment un domaine qui a été pendant longtemps freiné, mais grâce à l'IA, il connaît de nos jours un bond très important, car grâce à la transcription de la voix en temps réel, on peut faire beaucoup d'actions et d'événements, comme on peut le voir sur, par exemple, les assistants vocaux intelligents qu'on connaît de nos jours, tels que Siri, Google, Alexa, mais pas que ça. Dans le domaine d'entreprise, il existe des robots qui peuvent écouter en temps réel une communication entre un client et un agent et peut lui donner des recommandations et suggestions en temps réel, dépendamment de nos fins. Ce sont des systèmes qui sont utilisés dans tout ce qui est marketing ou presque
prospection via des appels téléphoniques. Là, on a vu un peu tout ce qui est autour de l'IA, domaine, traitement de données et tout ça. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est toujours essentiel d'opter pour une solution ML? Ben, normalement, intuitivement, on va se dire oui, mais c'est faux. Car si on prend l'exemple qu'on va voir par la suite, donc si on a notre problème est d'attribuer par exemple une mention à une autre, c'est un problème qui est assez simple. Donc on a une seule variable en entrée et on veut une seule variable en sortie. Mais pour cela, il suffit d'écrire une règle afin d'évaluer notre modèle et par la suite déployer ce programme qui est vraiment très simple. Par contre, si on a un problème qui est assez complexe, comme par exemple l'estimation, on va dire, d'un prix d'un appartement, dépendamment de plusieurs caractéristiques telles que la superficie, l'emplacement, l'étage ou autre, dans ce cas-là, il est vraiment difficile de mettre en place un modèle mathématique qui va nous faire cela. Mais l'IA a pu résoudre ce problème grâce à ce que Nathan nous a dit, qui sont les algorithmes d'apprentissage. Donc l'idée, c'est de structurer, par exemple, tous les données qu'on a. Ici, l'exemple de prix d'appartement. Donc on va collecter toutes ces données, les faire mouliner dans un algorithme d'apprentissage qui va nous sortir un modèle qui pourra estimer le prix d'un appartement donné. Donc là, avant de passer à la section suivante, qui est la mise en place d'une solution IA, j'ai envie aussi de vous poser une question. Quels sont, selon vous, les points qui vont vous bloquer pour mettre en place un projet IA? Je vous invite à répondre dans le chat à cette question. En attendant, dans cette section, ce qu'on va voir, c'est les différentes phases qui vont nous mener à mettre en place une solution orientée machine learning. Donc, les différentes phases, comme on a, c'est la préparation des données, qui est une phase importante. Par la suite vient la phase d'apprentissage, la phase d'évaluation et à la fin, la phase de déploiement. Si on fait toutes ces phases, on a un processus qui est basé sur le machine learning. Mais je vois un peu les réponses. Mais la majorité pense que le problème vient des données. Je vous accorde que je suis du même avis que vous. Si on a beaucoup de données, notre problème, il pourra vraiment être résolu par l'IA. Par contre, si on n'a pas la donnée suffisante, l'IA ne pourra rien faire pour cela pour nous. Mais il y a des astuces et il y a plusieurs techniques à prendre en compte, même si on n'a pas de la donnée, et c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc, comme on a dit, la première étape, c'est la préparation de données. Et ça commence par l'acquisition des données depuis nos fichiers, depuis nos entrepôts de données ou alors nos bases de données locaux. Donc, on a ça. Par la suite, une fois on a les données, on ne va pas les faire passer directement à notre algorithme d'apprentissage. Il va falloir nettoyer un peu ces données, car la qualité, elle est très importante et il faut surtout éliminer toutes les données erronées, les données imprécises qui vont nuire à notre modèle. Certains algorithmes d'apprentissage nécessitent une étape de labellisation, c'est-à-dire qu'il faut pour chaque donnée mettre une étiquette et c'est ce qu'on voudra que le modèle fera par la suite à la fin. Ce qu'il faut retenir dans cette étape qui est très importante, c'est qu'il faut à chaque fois avoir un compromis entre volume, qualité et équilibre. C'est vraiment très important d'avoir un volume de données assez conséquent, mais pas que ça, il faut que ces données soient de qualité et surtout équilibrées. Il s'agit de la première étape. Pour moi, c'est l'étape la plus importante car elle se fait de façon continue tout au long du projet. Bien évidemment, comme on a dit, l'IA, elle prend en entrée les données numériques. Du coup, par exemple, si on a une image ici, on ne pourra pas la donner directement à notre programme, on va dire machine learning. Je ne parle pas du deep learning, ça c'est autre chose. Mais pour le machine learning, il ne pourra pas prendre ça comme en entrée. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer ces données en valeurs numériques. Et là, on pourra faire mouliner tout cela dans un algorithme d'apprentissage qui va nous sortir notre modèle. C'est le même cas pour les données textuelles. Là, il s'agit d'un exemple qu'on a travaillé. Donc, on a eu ce texte, on l'a transformé en valeur numérique.
à travers des techniques. Il y a beaucoup de techniques qui font ça. Et du coup, ben, on a pu injecter ça à notre algorithme d'apprentissage qui, par la suite, ben, a permis de faire des classifications et plusieurs autres traitements. Là, je cède la parole à Nathan qui va vous expliquer la suite. Merci Youssef. Donc une fois qu'on a préparé les données, qu'elles sont prêtes à être ingérées par une IA, on va devoir choisir un algorithme d'apprentissage. Donc un algorithme d'apprentissage, entre guillemets, c'est une méthode qui permet de créer le modèle, donc la fonction qu'on veut réaliser. Donc il y a différents types d'algorithmes. Donc il y a des méthodes d'ensemble, le deep learning aussi c'est une famille, les instances, clustering, etc., etc. Et pour chaque famille, on a diverses techniques, divers algorithmes d'apprentissage. Alors la question qu'on se pose, c'est lequel choisir et lequel est adapté à mon cas. Donc ça peut sembler compliqué, et effectivement, c'est pas si évident que ça. Par contre, on peut quand même beaucoup réduire. On peut tout d'abord réduire sur le problème que doit apprendre l'IA. Un problème de classification ou de régression n'a pas du tout les mêmes algorithmes. Certains algorithmes sont vraiment spécialisés pour la classification, par exemple. Le type de données, les caractéristiques et les volumes de données sont également très importants. Si on a des gros volumes de données visuelles, le deep learning est parfaitement adapté, et d'ailleurs presque taillé pour ça. En revanche, si on a des données un peu plus restreintes, là, le deep learning n'est pas forcément adapté. Donc là, on va peut-être s'orienter plutôt vers des méthodes ensemblistes, par exemple. Les contraintes du problème peuvent également jouer. Hein. Si on a deux classes bien distinctes à trouver, on va pouvoir prendre des modèles simples ou très forts pour détecter deux classes. En revanche, si on a des cas plus complexes, là, il faudra peut-être se pencher vers d'autres solutions. Mais en fait, au-delà de ces restrictions, il y a une méthode, c'est quand même de s'appuyer sur des algorithmes qui sont assez communs. Donc il y a des algorithmes qui sont plus passe-partout que d'autres, et qui marchent un peu dans tous les cas. Donc par défaut, on peut aller vers ces algorithmes. Et en fait, de manière générale, de toute façon, vu que l'apprentissage fonctionne assez en boîte noire, c'est-à-dire qu'on lui donne les données, elle va mouliner, elle va sortir le modèle. On ne sait pas trop comment ça se passe dedans. Donc il faut quand même explorer et tester plusieurs choses, car on ne sait pas comment ça va réagir. Donc il faut tester plusieurs algorithmes. Une fois qu'on a choisi un algorithme, on va devoir l'ajuster un petit peu pour qu'il apprenne correctement. On va devoir l'hyperparamétrer. Alors là, je vais rentrer dans un truc un petit peu technique, mais c'est surtout pour expliquer ce que c'est que le terme hyperparamètre. Si vous étudiez le machine learning, vous allez forcément tomber dessus. Donc c'est intéressant de le savoir. Donc qu'est-ce qu'un hyperparamètre? Donc tout d'abord, on va expliquer ce que c'est qu'un paramètre. Il faut savoir qu'un modèle, pour qu'il soit taillé pour faire la tâche qui lui est demandée, il y a plusieurs leviers sur lesquels l'IA, l'algorithme ou le machine learning, va intervenir pour calibrer le modèle et qu'il donne le bon résultat. Ce qu'on appelle, les paramètres. Donc c'est la machine, c'est l'IA, dans la souris, c'est l'IA qui va actionner ces leviers pour que le modèle réponde correctement. Cependant, l'algo lui-même a des leviers sur lesquels, cette fois, c'est le concepteur, donc le data scientist, qui va pouvoir agir. Donc, vu que c'est des leviers au-dessus des paramètres, on appelle ça des hyperparamètres. Donc, pour résumer, les paramètres, c'est l'IA qui travaille dessus, et les hyperparamètres, c'est le designer, celui qui travaille sur l'IA. Donc, quand on fait un projet d'IA, on choisit un algorithme et on va choisir ses hyperparamètres. Chaque algorithme a ses propres hyperparamètres. Par exemple, ça peut être la taille d'un réseau de neurones, pour les approches deep learning, ou ça peut être la profondeur d'un arbre de décision. Donc, chacun en a. Il y en a aussi qui sont, bien entendu, beaucoup plus mathématiques, beaucoup plus techniques. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, pour choisir des bons hyperparamètres, c'est à peu près le même procédé que pour la sélection d'un algorithme. Donc, ça, selon les contraintes du problème. Pareil, si on a deux classes qui sont très distinctes, on va peut-être dire, on va prendre un arbre de décision très peu profond, on va dire à l'IA ne pas aller trop loin. Au contraire, si c'est des classes très confuses, là, on va dire à l'IA, écoute, là, il faut que tu ailles chercher en profondeur, il faut que tu ailles chercher de la distinction. Donc, on va mettre beaucoup de couches de neurones. Ça dépend également des caractéristiques des volumes de données. Et l'important, c'est que ça dépend beaucoup aussi de l'expérience qu'on a. Il faut bien comprendre comment marche chaque algorithme derrière pour pouvoir les ajuster correctement. Il faut savoir comment ils réagissent. Donc ça demande aussi de l'expérience et un peu d'intuition. Et même si on a beaucoup d'expérience, il faut tout le temps explorer. Il faut tester plusieurs possibilités. On ne peut pas avoir toute la vue sur l'ensemble des données. Il n'y a que l'IA qui peut le faire. Et donc il faut explorer plusieurs possibilités et laisser l'IA faire son travail. Donc je vais quand même insister sur le fait que voilà, par ces deux phases, ça montre qu'il faut vraiment avoir une phase d'exploration et tester plusieurs choses. Tout ça dans le but d'avoir le modèle le plus efficace possible.
Et du coup, comment j'évalue que mon modèle est pertinent? Et ben, c'est l'étape suivante, l'étape d'évaluation. Donc le modèle, on va le tester, pas le tester n'importe comment. On va le tester sur des données de test, c'est-à-dire des données qui sont séparées des données d'entraînement. L'IA va être testée sur des données qu'elle n'a jamais vues. Ça permet d'assurer qu'elle a sa capacité à réaliser la tâche demandée. Donc pour l'entraînement, en fait, le but, c'est de minimiser la perte. Donc minimiser les erreurs de l'IA. Donc la perte, c'est pour faire simple, c'est une fonction de l'erreur qui peut être orientée selon nos besoins. On va dire qu'il faut minimiser l'erreur. Le truc, c'est qu'on peut se dire que, ok, plus je fais apprendre l'IA, plus elle sera performante. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle le surapprentissage, où l'IA, si on l'apprend trop, elle va croire que les données d'entraînement, bah, c'est la vérité, et qu'il n'y a pas d'autres données. Et c'est ce qu'on observe. Si on entraîne, il y a un moment, en fait, où on voit que les données commencent, enfin, l'erreur commence à remonter. L'IA a trop appris sur les données d'entraînement, et dès qu'elle voit les données qui sortent des données qu'elle a déjà vues, elle fait des erreurs. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Donc on veut éviter cela. Donc pour cela, le but, c'est de trouver l'optimum. Il ne faut pas l'entraîner trop, mais il ne faut pas l'entraîner non plus. Il faut quand même l'entraîner un minimum pour qu'elle puisse réaliser la tâche. Si on ne l'entraîne pas assez, on est en sous-apprentissage. Et donc pour trouver cet optimum, cette efficacité maximale, on a plusieurs mesures. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est souvent assez technique, mais on a plein d'outils. La précision, le rappel, le score, etc., etc. Il y a pas mal d'outils en fait, qui sont à disposition, donc c'est pas très compliqué. Donc voilà, donc là, on est pas mal avancé dans notre projet. On est capable de préparer les données, en données d'entraînement ou de test, de choisir l'algorithme, de l'hyperparamétrer et de l'évaluer. Donc ça y est, on est content, on a notre modèle. Mais qu'est-ce que je veux faire de ce modèle? Donc moi, j'ai très envie qu'il interagisse avec mon application métier pour que celle-ci soit un peu plus intelligente. Donc un modèle, ça reste quelque chose qui est réalisé en code informatique. Donc, ça peut être intégré de façon comme n'importe quel code informatique. Donc la première méthode, c'est de greffer en fait une application par-dessus notre approche machine learning. Hop, on intègre directement. Il faut savoir que techniquement, en fait, quand vous faites un modèle, ça peut être un objet Python ou Java, et donc il suffit de pouvoir l'utiliser dans une application. Donc inutile de vous dire qu'en termes de maintenance et de performance, c'est pas forcément la meilleure idée, mais c'est très bien pour prototyper. Donc une méthode qui est assez commune, donc on l'a utilisée d'ailleurs, c'est d'exporter le modèle. Donc il y a différents formats où le modèle peut être exporté en fichier qui va pouvoir être lu par l'application métier. Et là, en lisant le modèle, on va pouvoir l'utiliser pour faire sa fonction intelligente. Le hic, c'est qu'il n'y a pas vraiment de normes, donc il n'y a pas un type de modèle, donc c'est un peu compliqué pour nous de vous expliquer ça, mais selon la technologie, selon le problème auquel l'IA a répondu, les fichiers seront différents. Donc on peut avoir un fichier où c'est juste une classe sérialisée, ou des fois on a même plusieurs fichiers, des fichiers où tu as la structure du modèle, l'autre avec les paramètres, donc les paramètres du modèle même. Enfin, une troisième méthode, qui est sans doute la plus commune et que je pense la plus intéressante, c'est de passer par une approche orientée service. Donc l'idée, c'est d'avoir une application métier qui interagit avec son modèle via un service, via une API. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que orienté service, on peut imaginer qu'on a notre application qui va consulter un site, donc la machine va consulter un site web pour que ce site web fasse le travail de l'IA, entre guillemets. C'est très 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 simple. Donc l'avantage de faire comme ça, c'est que non seulement on déporte le travail du modèle, il faut savoir que pour les gros modèles, ça prend quand même un petit peu de puissance de calcul. Donc si on veut mettre par exemple un modèle sur un téléphone, c'est peut-être intéressant de déporter l'analyse sur un serveur, et ça permet de gérer une hétérogénéité d'application. En plus d'être très facile à maintenir, si on a besoin de mettre à jour le modèle, les applications n'ont pas besoin d'être mises à jour elles-mêmes. Donc c'est une approche assez répandue qui est réalisée par les différentes... utilisée par beaucoup de plateformes cloud, donc c'est vraiment assez répandu. Azure le fait par exemple pour la détection de visage. Donc c'est très très simple à utiliser. Donc on voit comment mettre en place un modèle et pour pouvoir l'utiliser dans une application métier. Maintenant, pour qu'il soit efficace dans un contexte métier, il faut vraiment qu'il soit on point, je vais dire. Donc là, Youssef va vous présenter quelques astuces pour s'assurer qu'en fait le modèle soit vraiment efficace. Merci Nathan. Donc là, supposons qu'on a notre modèle et qu'on veut le déployer. Il faut tout d'abord optimiser les résultats pour atteindre les performances escomptées et ainsi
pouvoir passer à l'étape suivante qui est le déploiement. Donc, si je reprends un peu le schéma initial de base, donc on a dit que pour avoir une solution IA, il nous faut une base de données, un algorithme d'apprentissage, un modèle qu'on va devoir évaluer à travers des entrées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toujours le premier modèle, il n'est jamais précis et il se trompe à chaque fois. Ça, c'est normal car l'IA, elle apprend avec l'expérience, comme nous tous un peu. Donc, si on reprend ce processus de base, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle qui est là, c'est vraiment la boîte noire à laquelle on ne peut pas toucher. Donc, si on veut optimiser notre solution, il va falloir toucher tous les autres modules, mais on ne pourra jamais toucher à le modèle qu'on a élaboré. Du coup, on peut faire ce processus directement avec notre premier modèle, mais si on veut un minimum de résultats qui soient significatifs, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut choisir le bon algorithme, dépendamment de notre besoin. Ben, comme Nathan l'a dit, il y a une panoplie d'algorithmes. Donc, dépendamment de notre besoin et de notre contexte, on va restreindre le nombre d'algorithmes qu'on aura. Mais bien évidemment, il va falloir faire différents paramétrages et hyperparamétrages pour dire que voilà, on a notre premier modèle. Donc, déjà, il faut faire ça en amont. On a notre premier modèle, on va l'évaluer. Maintenant, comme on a dit, le premier modèle, il ne va pas être précis. Donc, il va falloir l'optimiser. Comment on peut faire cela? Donc, la première chose à faire, c'est la chose la plus importante, c'est les données. Donc, il faut à chaque fois analyser les résultats et se dire que, voilà, à partir de cette analyse, voilà ce qui n'a pas marché à cause de telle ou telle raison. Donc, ces processus-là, c'est des tâches qui sont répétitives. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer d'automatiser ces tâches qui permettent l'analyse et la comparaison entre les résultats obtenus et les résultats souhaités. Du coup, une fois qu'on s'est dit que voilà, notre base de données, on l'a manipulée pas mal de fois, maintenant on va passer à autre chose pour avoir une meilleure optimisation. Donc, la deuxième chose à faire et que je trouve importante, c'est c'est de pouvoir, à travers ce processus, de pouvoir évaluer nos entrées. Si on a des entrées qui soient validées, ben c'est bon. Par contre, si les entrées qu'on a évaluées sont erronées, ben ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre tous ces ensembles d'entrées et les intégrer aussi dans notre base de données. On revient aussi à l'étape de préparation de données. Mais cette fois, c'est grâce à un jeu de données qu'on va dire qui s'approche du cas réel. Par contre, ce qu'il faut faire là, ce qu'il faut faire attention ici, c'est de ne pas détériorer les résultats qu'on a. Il faut bien s'assurer du fonctionnement des autres cas, car c'est un truc qui arrive. On améliore une partie, mais on rétrograde une autre. Du coup, il faut aussi s'assurer que le bon fonctionnement des différents cas reste comme il était avant. Là aussi, par la suite, ben des fois, on a un besoin, on a vraiment une problématique, mais on n'a pas les données qu'il faut. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment acquérir les données. Ben, le conseil que je vous donne, c'est de pouvoir retrouver des plateformes open source sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de plateformes. La plus connue, c'est Kaggle. Elle donne plusieurs bases de données libres pour traiter plusieurs problématiques. Ce qu'on peut faire aussi, c'est créer nos propres données synthétiques ou artificielles. Donc là, c'est soit manuellement ou automatiquement, on pourra créer notre propre base de données synthétique. Ça aussi, c'est très important, car des fois, le besoin, il est là, mais on ne peut pas traiter les données en raison de sécurité ou en raison de confidentialité, par exemple. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est créer des données similaires qui soient synthétiques afin de pouvoir gérer la faisabilité, on va dire, de notre solution. Par contre, ces données-là, on ne pourra pas les traiter dans le cas réel, mais ça, c'est vraiment très utile pour la première étape afin de valider la faisabilité et de pouvoir analyser les premiers résultats. Ce qu'on peut faire aussi, si par exemple, là, pour créer les données synthétiques, c'est le problème qu'on n'a pas de données. Par contre, si on a un jeu de données, mais qui est très, très réduit, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appliquer des techniques d'augmentation, ce qu'on appelle les techniques d'augmentation de données. Si on prend cet exemple de cette image, par exemple ici, on peut, en appliquant les techniques d'augmentation de données, créer plusieurs images qui soient similaires et qu'on pourra utiliser pour notre algorithme d'apprentissage. Et même pour l'algorithme d'apprentissage, ça serait bien d'avoir plusieurs variétés de cette information.
ça aide vraiment le modèle à devenir plus précis et à devenir invariant aux différentes transformations qu'on pourra trouver. Il y a ce cas de manque de données, et il y a un autre cas si par exemple on a beaucoup de données ou alors les données qu'on a sont très volumineuses et du coup très coûteuses pour pouvoir les traiter. Du coup, ce qu'on peut faire là, c'est la première chose, si on a beaucoup de données, ben, ce qu'on peut faire, c'est d'éliminer l'information redondante. Comme on peut le voir ici, ben, l'information redondante, des fois, elle est utile, mais dans la majorité des cas, elle n'est pas utile. Du coup, il faut l'éliminer. Et ça rentre dans la partie de nettoyage qu'on a vu qui est la suite de l'acquisition des données. Voilà. Par contre, si on a des données assez volumineuses qu'on veut traiter, comme par exemple des vidéos qui viennent en temps réel, mais ce qu'il faut faire, ben, il faut appliquer des techniques de réduction de dimensionnalité, mais qui permettent non seulement d'éliminer l'information redondante, mais aussi de garder l'information utile. Ces techniques sont vraiment très utiles dans tout ce qui est big data. Et ben, je vous conseille de les utiliser si vous avez vraiment un nombre de données très volumineux à traiter. Donc, si on peut résumer un peu, ben, les conseils que je vous donne, c'est d'essayer d'analyser efficacement et rapidement vos résultats et de pouvoir les comparer avec les résultats souhaités. Donc, si on arrive à automatiser les différentes tâches répétitives, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'atteindre les résultats qu'on veut d'une façon rapide. Ce qui est très important, comme on l'a dit, c'est de varier à chaque fois modèle, paramètres et base de données, surtout base de données, comme on le sait tous, garbage in, garbage out. Bien évidemment, si nos données ne sont pas bien nettoyées et ne sont pas bien préparées, ben, le modèle ne sera pas pertinent à la sortie. Et ça, c'est un truc qui est logique. Et ce qu'il faut faire par la suite, ben, c'est de vraiment faire des simulations sur des cas réels et de pouvoir intégrer les fausses classifications dans notre jeu d'apprentissage. Donc voilà, ça c'était pour l'optimisation de données. Là, je laisse la parole à Nathan qui va vous donner quelques conseils sur les boîtes à outils. Voilà, là on a quand même vu un gros morceau, donc là on va pouvoir ralentir un peu. On a vu comment mettre en place un projet d'IA, comment optimiser ces modèles, et maintenant si on veut se lancer, par où on va commencer? Donc là je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques outils que vous pouvez utiliser pour prendre en main ou pour mettre en place des solutions plus complexes. Donc j'ai vu dans le premier sondage qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui soulignaient que le coût et la compétence étaient un problème pour le machine learning. Donc c'est pas totalement faux. Mais il y a quand même des solutions qui permettent d'être plus efficaces tant en termes de compétences, il n'y a pas besoin d'être si compétent que ça, qu'en termes de prix. Donc déjà, il y a beaucoup de librairies open source. Donc, pour l'anecdote, hein, je pense que le machine learning est dans des domaines où il y a le plus d'open source. Donc il y a beaucoup de librairies, Scikit-learn, TensorFlow, donc ça c'est deux-là qu'on a personnellement utilisé, et d'autres comme PyTorch ou Keras qui sont peut-être plus orientés deep learning. Donc voilà, vous pouvez regarder selon vos besoins. Donc nous, si vous faites du machine learning classique, vous voulez apprendre, je peux vous conseiller Weka, W-E-K-A, c'est celui-là, ou Scikit-learn, donc la documentation est très claire et beaucoup de tutoriaux, donc c'est pas mal pour commencer. Et si vous voulez faire du deep learning, c'est Keras, plutôt Keras ou TensorFlow. PyTorch, c'est pas mal non plus. Et si vous voulez mettre une solution un peu plus, on va dire, costaud, donc, vous pouvez aller vers des solutions cloud. Donc là, le prix, ouais, peut jouer. Mais en termes de performance, c'est très intéressant. Non seulement ils proposent des outils open source, mais ils proposent aussi leurs propres frameworks qui sont parfois très intéressants, en plus de proposer du matériel adapté. C'est-à-dire que la plupart des solutions cloud, en particulier Amazon et Azure, ce que je connais, proposent par exemple des NVIDIA Tesla, donc du matériel GPU adapté au machine learning. Et la plupart des solutions cloud proposent des solutions de machine learning. Donc si vous voulez mettre en place une solution complexe, rodée et communiquer via API par exemple, c'est parfait. Alors, un autre outil que j'aimerais mettre en avant, qui est très lié au machine learning et à la data science, c'est ce qu'on appelle les notebooks. Donc ça s'appelle Jupyter ou Colab pour la version Google sur Cloud. C'est un outil en fait qui se présente sur une page web, qui combine code, texte et visuel. Et c'est très intéressant du coup pour, non seulement c'est très simple à utiliser, mais pour partager c'est nickel. Donc on peut partager avec les collègues, mais surtout avec le métier. Donc nous par exemple, on a échangé avec le métier, on avait un graphe, on a vu qu'il manquait certaines données, on a demandé au métier, voilà ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on doit faire, et hop, on a le retour expert pour avoir des bonnes données, par exemple. Donc je vous conseille franchement d'utiliser Jupyter, mais de toute façon, la plupart des plateformes ont du Jupyter, ont des notebooks, donc c'est assez intéressant.
Mais au-delà de cet aspect donc juste programmation, il y a toute la structure du projet qui peut être structurée, enfin voilà, qui peut être gérée. Donc il y a des outils pour ça. Donc il y a un outil open source qui est très intéressant, qui s'appelle MLflow. Donc il y en a d'autres, hein, mais celui-là est vraiment intéressant. Donc non seulement il permet de traquer et de gérer toutes les différentes expérimentations qui sont clés dans un projet d'IA, mais aussi de stocker, de gérer les différents modèles. Donc, parce que certains modèles sont plus ou moins bien, donc c'est intéressant de les garder, mais aussi de pouvoir les déployer facilement sur des solutions métiers. À noter que si vous voulez traiter du big data, ça passe à l'échelle. Donc voilà. Le premier truc que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion d'AutoML. Comme on a vu que le machine learning était capable d'apprendre à automatiser certains processus, et ben pourquoi pas le faire pour le machine learning? Et ben c'est ce qui s'est passé avec l'AutoML. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Et on a quand même, grâce à l'AutoML, certaines étapes du projet sont automatisées, de la préparation de données jusqu'au choix des hyperparamètres. Mais du coup, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, plus grand-chose. Si on regarde un code, donc là, à part les données qui sont déjà chargées, littéralement en 3 lignes, sur un problème, donc là c'est un problème de reconnaissance de caractère, donc un caractère écrit, je dois le reconnaître, donc un chiffre. En 3 lignes, il arrive à 96% de précision avec l'AutoML. Donc c'est pas mal du tout. Donc même si vous n'avez pas trop de compétences, ça peut être intéressant de passer par l'AutoML pour avoir des premiers résultats. C'est pour ça que je voulais souligner voilà, que les compétences, ce n'est pas toujours bloquant. Même si tu as quand même le trade-off, l'inconvénient d'être très coûteux en temps de calcul, ça prend beaucoup plus de temps, et c'est peut-être pas aussi efficace qu'un humain. Surtout, enfin, ça donne de très bons résultats, mais si on veut des résultats, on va dire parfaits, donc comme le suggérait Youssef avec ses astuces, l'IA va pas forcément savoir le faire, enfin l'AutoML va pas savoir le faire. Mais toujours est-il que voilà, c'est très pratique, c'est très simple à utiliser, et donc pourquoi pas aller vers ça. Donc il y a des outils open source, donc nous on a utilisé Tipot, et des solutions propriétaires. Donc des fois il y a un petit peu de contraintes, hein. Par exemple pour Azure, on demande que les données soient équilibrées, mais par exemple si vous avez des problèmes concrets et que vous voulez vraiment les résoudre rapidement, Azure ça marche très bien, hein. Si vous avez besoin de ranger différents types de fichiers, ça peut très bien marcher. Donc, on arrive sur la fin. Donc, quelques mots de la fin, hein. Donc, déjà, on a vu quand même pas mal de choses, hein. Il y a différentes étapes d'un projet, de la préparation, le choix de l'algorithme, des hyperparamètres, et comment l'optimiser pour avoir une bonne qualité en production. Et également, comment le faire, quels outils utiliser. Alors après, je aimerais avoir votre attention là, parce que quand on met un projet d'IA, il y a quand même d'autres enjeux qu'il faut prendre en compte. Donc, le premier, que je pense est assez important, c'est tout ce qui est éthique. Personnellement, je considère que IA et éthique sont indissociables. Ne serait-ce que sur l'utilisation, on a vu avec les deepfakes ou la reconnaissance faciale, en termes de morale, il faut se poser la question. Youssef a parlé de garbage in, garbage out, mais on a aussi bias in, bias out. Si on a des données qui sont biaisées involontairement, on a des risques que l'IA a des comportements parfois racistes. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu, par exemple, une IA de Microsoft, donc le premier c'est ce tweet-là, et le moteur de Google, qui a fait une annotation sur une image. Donc je vous laisse lire le contenu, je pense que c'est assez parlant. Je vous laisse imaginer l'embarras de Microsoft et de Google quand c'est arrivé. Et concrètement, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Et ça, c'est arrivé uniquement parce que, enfin, on ne sait pas exactement comment c'est produit, mais par expérience, c'est quasi sûr qu'ils n'avaient pas de données assez bien équilibrées. Ils avaient des données clairement biaisées. Dans le cas du tweet, hein, c'est qu'elle a appris de néo-nazis, et puis forcément, elle répond comme ça. Un autre aspect de l'éthique, c'est tout ce qui est juridique. Donc déjà, tout ce qui est données personnelles, si une IA manipule les données personnelles, comment ça se passe? Se poser la question. Et de responsabilité. Si jamais, par exemple, l'IA de Microsoft avait fait une incitation au crime, qui est responsable? Voilà, il faut faire très attention à ça. Donc quand vous faites un projet d'IA, il faut bien se poser la question éthique, surtout si ça interagit avec le public. Enfin, il y a un autre axe qui est important, c'est tout ce qui est écologie. Donc vous savez que l'IT émet autant de gaz à effet de serre que le secteur aérien, enfin plus maintenant, et que l'IA n'aide pas beaucoup. Parce qu'il faut savoir que certains IA, certains modèles, vous savez que ça consomme beaucoup de ressources, et si on a des gros modèles, donc certains sur supercalculateur, enfin sur gros data center, peuvent générer jusqu'à 284 tonnes de CO2. Alors pour info, 284 tonnes de CO2, c'est équivalent à 5 voitures sur l'ensemble de leur vie. Donc si on fait un seul modèle, juste pour un chatbot,
et qu'on va émettre 284 tonnes de CO2, on se pose la question quand même. Donc ça, c'est quand même pour les très gros modèles, mais voilà, si jamais ça vous arrive de vouloir faire un très gros modèle et que finalement l'usage est très faible, est-ce que le prix à payer en vaut la chandelle? Après, il faut savoir que bon, l'IA pour l'instant, le green computing ne font pas bon ménage, mais ça va dans ce sens. D'ailleurs, le chiffre de 284 tonnes vient d'un papier qui suggère d'aller vers des IA plus propres. Et c'est une transition parfaite vers la fin, en fait. C'est que l'IA est en constante évolution. Donc on a vu, hein, il y a entre aujourd'hui et en 2010, ça n'a plus rien à voir. Il y a de plus en plus d'outils, il y a l'émergence de nouveaux outils comme l'AutoML, et on va vers des IA qu'on appelle générales, qui sont capables de répondre à n'importe quel problème. Donc, là où le machine learning, ça répond à un problème donné, les IA générales pourront faire à peu près n'importe quoi. Et on va surtout vers des IA à même d'expliquer leur raisonnement. On a vu que c'est des IA, les IA de machine learning sont très boîte noire, et quand il faut une bourde, eh ben, elles ne sont pas capables d'expliquer. Alors que si on va vers des IA qui sont à même d'expliquer leur raisonnement, on va vers des IA qui pourront interagir plus facilement avec les utilisateurs humains et les experts métiers. Et ça devient beaucoup plus intéressant. Donc voilà, c'était tout pour le webinaire. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention. Et si vous avez d'autant plus de questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, on a quelques minutes. Donc vous pouvez lever la main ou les poser dans le chat, on va y répondre à l'oral, et on pourra vous donner la parole, ça devrait pouvoir se faire. Merci beaucoup. Alors, je vais juste mettre ça de côté pour pouvoir voir le chat plus efficacement. Hop. Alors, je vois qu'il y a quand même plusieurs questions. Alors, une question de Saïd. Intelligence artificielle et RGPD peuvent-ils cohabiter? J'ai lu dans un article de Face au RGPD, l'intelligence artificielle reposant sur des algorithmes présente plusieurs risques. Alors, c'est tout à fait vrai. En termes de manipulation des données personnelles, c'est un peu dangereux. Et il y a toute la question, en fait, c'est que des fois, on fait rentrer des données dans un modèle de machine learning, mais du coup, qui sont dans la boîte noire. Et on ne peut pas les faire sortir, on ne peut pas les gérer. Donc, ça peut devenir très complexe. Donc, c'est un enjeu assez important. D'où le besoin d'anonymiser les données. Donc, pour respecter pour que le modèle puisse être, on va dire, neutre, il ne faut pas qu'il puisse identifier des personnes. Mais c'est clairement un enjeu important, et dont s'est saisie d'ailleurs la Commission européenne, qui avait mis un avis au début de l'année, mais je crois que c'était un petit peu retardé, mais on est en train de regarder ça. Je regarde ce qu'il y a d'autres questions. Youssef, n'hésite pas à prendre la main si tu as des questions. Je vois qu'il y a des mains levées d'ailleurs. Peut-être comment je peux faire ça. Alors, je vois Guy Bertrand qui a une main levée. Je vais essayer de vous donner la parole. Allô, tout le monde. Donc, normalement, Guy, vous devriez pouvoir vous mettre le vocal, normalement. Je ne sais pas si ça marche. C'est un bouton en haut à droite. Bon, en attendant, je vais regarder les autres questions. Alors, une autre question. Tac, tac, tac. Difficile de comprendre le résultat à 53% du manque de données. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai pas bien compris. Ah, pas bien compris la question. Voilà. Ah, Guy, est-ce que... Ah, ça y est. Je vous entends pas, mais vous êtes là. Ah, sur le sondage. Attends. En fait, par rapport au sondage, c'est juste que tu as 53% de personnes qui pensent que le manque de données est la raison principale pour laquelle on ne peut pas mettre en place une solution d'IA. Et je suis assez d'accord que c'est la contrainte principale. En fait, c'était la réponse presque vraie, entre guillemets. C'est qu'en général, si on veut faire d'une IA par le machine learning, si on n'a pas de données, c'est très compliqué. Il y a d'autres types d'IA qui peuvent le faire, et on a des IA par machine learning qu'on appelle reinforcement learning, qui sont capables d'apprendre un peu plus dynamiquement, mais ça reste des solutions très compliquées. Que pensez-vous des impacts de l'IA sur l'avenir de l'humanité? Ah, ça c'est une bonne question. Oula. C'est tout l'aspect en fait de l'IA et de tout ce qui est éthique.
on a des problèmes, on a des impacts positifs, hein, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, c'est flagrant, hein, l'IA nous aide tous les jours. Après, c'est vrai qu'on va faire plus d'autonomisation et on va vers des IA qui vont remplacer, je suis désolé de le dire, mais ça va remplacer des boulots, hein, ça c'est sûr et certain. Mais ça va pas être brutal, hein, ça monte gentiment, hein. Il suffit de voir comment l'IT progresse dans les différentes entreprises, c'est pas si rapide que ça, donc ça va venir lentement. Donc il y a des aspects qui sont quand même assez dangereux. Donc tout ce qui est sécurité, on voit ce qui se fait en Chine, même un petit peu en France, reconnaissance faciale, ça peut, voilà, pour l'avenir de l'humanité, c'est pas top. Après, moi, en termes de conviction, je sais pas ce que tu en penses, Youssef, mais je pense qu'on ne peut pas faire sans IA. L'humanité a besoin de l'IA pour aller un pas au-delà. Ne serait-ce que les voitures autonomes, ou si on veut imaginer des explorations spatiales, sans IA, je ne vois pas comment c'est possible. Donc c'est nécessaire, mais il va falloir se poser la question de comment on vit correctement avec une IA sans conflit et sans problème de vie privée, enfin de droit de l'homme, tout simplement. Je pensais qu'il y avait presque trop de données, pour la plupart non exploitées d'ailleurs, au sein des data lakes. Alors après, ça dépend. Donc, si, on a beaucoup de données, mais si on veut résoudre un problème et qu'on n'a pas les données qui permettent de résoudre ce problème, ça peut être compliqué. Par exemple, si je veux créer une IA, justement, qui détecte un chien et que dans mon data lake, j'ai aucun chat ou aucun chien, je ne peux pas résoudre le problème. Et en fait, ça arrive de temps en temps d'avoir ce genre de situation. Dans un cas où on a beaucoup de données qui ne servent pas, on va plutôt utiliser du machine learning de manière vraiment purement exploratoire. C'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques de machine learning, en particulier de clustering, de regroupement, comme l'a dit Youssef, qui vont être capables de mettre en avant, des informations en plus, de sorte d'extraire plus d'informations. Après, on peut clairement, il faut se poser la question de, voilà, si j'ai des données, est-ce que je peux m'en servir pour automatiser des processus? Mais voilà, c'est une démarche à faire, là encore, d'exploration. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu Myriam. Comment bénéficier du NLP? Attends, il faut juste qu'il s'en aille. Du NLP en IA. Alors, comment dire? Youssef, tu as peut-être des éléments de réponse là-dessus? Oui, mais merci Bruno pour cette question. Je te réponds. Du coup, il y a plusieurs techniques et outils qui entrent dans le NLP. Le NLP, c'est le traitement naturel des langues. Donc, on peut faire soit de la classification de texte. Pour cela, on peut avoir recours à des outils ou on va dire des packages qui sont là et qui répondent à différentes problématiques pour projeter selon notre besoin. Dépendamment, c'est une question assez vaste en fait, comment bénéficier du NLP en IA, parce que le NLP en lui-même, c'est une petite branche de l'IA. En fait, c'est le traitement naturel des langues, donc tout ce qui est, quand on a un texte, il y a l'analyse sémantique, il y a la classification de texte, des exemples, Nathan, de la reconstitution. Les chatbots, surtout les chatbots, je pense. Voilà, les chatbots. Et d'ailleurs, je veux rajouter que si vous voulez vous mettre au NLP, donc il y a pas mal de librairies. Alors, il y en avait une, Spacey, c'est une librairie pour ça. Et il y a, alors pour les chatbots, par exemple, il y a une technologie qui s'appelle Rasa, qui est open source et qui est du NLU, donc c'est du Natural Language Understanding, basé sur du deep learning. En fait, j'étais en train de chercher des éléments de réponse sur le travail qu'on avait fait pour l'NLP, mais je ne le trouve pas. Mais voilà, il y a plusieurs outils et packages qui donnent la possibilité de traiter tout ce qui est textuel. Et le NLP aussi, ça dépend de la langue. Donc du coup, vraiment, dépendamment de notre besoin, par exemple, nous, on a voulu faire une classification de texte et du coup, on a eu recours à quelques techniques NLP. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, outils d'anonymisation. Alors, je ne connais pas beaucoup d'outils d'anonymisation. Ça doit exister. On s'en est pas trop servi. Je sais que nous, par exemple, on a fait quand on a besoin d'anonymiser, on le fait à la main. Et souvent, justement, on a analysé ça pour un autre projet.
Et en fait, l'idée, ce serait de mettre une couche dans l'étape de préparation de données où on va enlever les données critiques. Et justement, on va discuter avec le métier. Typiquement, c'est des acteurs de santé, on va peut-être discuter avec les médecins ou ceux qui managent la base de données pour déterminer quelles sont les caractéristiques qui doivent être enlevées pour garantir une anonymité totale. Donc pour l'instant, je ne connais pas d'outils, il y en a peut-être, mais en général, ça se fait à la main selon les cas. Ou alors, si je peux ajouter, ben, il y a aussi des techniques que tu leur donnes la donnée, ben, ils la rendent aléatoire, on va dire. Il y a des techniques des fonctions de hachage. C'est des fonctions de hachage, ils sont à un seul sens. Donc, on peut aussi les utiliser pour anonymiser les données. Et je pense aussi à l'exemple, si tu te rappelles, Nathan, lorsqu'on a voulu récupérer de la base de données les données, ben, en raison de problèmes de confidentialité, il nous fallait anonymiser ces données avant de pouvoir les traiter. Et du coup, ben, il y a vraiment, si on arrive juste à déformer l'information et à avoir des techniques pour pouvoir la retrouver, ben, ça peut être utilisé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques ou d'autres sujets de discussion? L'anonymité. Ne pensez-vous pas que ça pourrait aller jusqu'à le contrôle des robots sur la vie de l'être humain? Alors, un bon sujet. Alors moi, je suis assez passionné de robots, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Mais il faut savoir qu'on en est très loin. Alors pour l'instant, les IA, c'est des IA moutons. Donc les IA machine learning, si tu lui apprends à se jeter d'une falaise, elle se jette d'une falaise. Et d'ailleurs, il y avait une bande dessinée qui illustrait ça. En fait, c'était une bande dessinée. Donc, on voyait des gens se battre contre des robots, mais les robots se battaient au lieu de se battre avec des fusils, ils se battaient avec des épées. Et pourquoi ça? Parce qu'avec le machine learning, ils ont regardé que dans les données, la plupart des victoires militaires de l'humanité, c'était avec des épées et pas des fusils. Et ben ça c'est le problème du machine learning, c'est que quand tu apprends avec des données justement qui sont biaisées, et tu apprends des conneries. Et donc, pour l'instant, les IA basées sur le machine learning sont clairement entravées par ça. Donc, on en est très loin. Mais néanmoins, est-ce que ça pourra prendre le contrôle, les robots pourront prendre le contrôle sur la vie humaine? Je pense qu'il est trop tôt pour en discuter. C'est une possibilité indéniable. Mais pour l'instant, la technologie, tant IA que matériel des robots, elle n'est pas au point. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc après, si on conçoit des robots et qu'on a ce problème dès le début, normalement, ce problème ne devrait pas pouvoir se produire, en tout cas pas à une échelle laquelle on imagine en Terminator ou autre. Ça pourrait être entravé assez rapidement. Voilà, j'espère avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clore ce webinaire. Donc je vous remercie tous chaleureusement pour avoir assisté à ce webinaire et également pour toutes vos questions qui étaient franchement très intéressantes. Surtout la dernière, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, bonne soirée à tout le monde et puis sûrement peut-être à un autre webinaire. Et je vous invite à regarder éventuellement, on a des articles de vulgarisation qui sont sur les réseaux sociaux sur justement les déboires de l'IA ou la vision par ordinateur. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à les voir ou à nous contacter. Voilà. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir.